Aujourd'hui, nous fêtons les 20 ans de DxO, l'éditeur de logiciels de retouche d'images. On voit ça tout de suite avec mon invité Fabrizio. Aujourd'hui, je reçois Fabrizio Deitos Navalesi. Bonjour Fabrizio. Bonjour Alexandre. Alors Fabrizio, tu es directeur produit chez DxO. C'est ça. Mais avant d'être le directeur produit, on va passer en revue un peu le fonctionnement notamment de Photolab et de Viewpoint. Je voudrais un petit peu revenir sur ton parcours personnel, puisque d'abord au départ, tu es un photographe. J'ai même été avant ça un directeur artistique. D'accord. En fait, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le jeu vidéo, en tant qu'illustrateur, lead artiste et directeur artistique. Oui. Et ensuite, j'ai bifurqué vers la photo où pendant une dizaine d'années, j'ai fait photographe pro d'abord par le culinaire et puis après illustration de paysages. Ouais. Et j'ai enseigné aussi à l'école des Gobelins à Paris. Voilà. Dans la partie formation continue, donc vacations. Et puis on te retrouve aussi sur YouTube dans les essentielles photos. Oui. Tu as ta chaîne qui existe depuis très longtemps. C'est ça depuis Alors ton travail, c'est par exemple ce merveilleux décor de montagne que l'on voit actuellement, où là on est dans les Alpes italiennes. Exactement, les Alpes apuanes, ouais. Voilà. Et donc là, photo plutôt drama. Oui, c'était tout simplement une excursion en montagne avec une guide, donc dans cette région juste au-dessus de Carrare, en fait, au nord de la Toscane, aux confins entre la Toscane et la Ligurie. Et on est arrivé à un moment sur ce plateau, c'était encore le matin, très tôt, il y avait encore pas mal c'était assez couvert en montagne, beaucoup de brume. Et sur ce plateau, il y avait cette petite baraque entre deux sapins là. J'ai trouvé ça extra et voilà. Traitement noir et blanc parce que là, il n'y a pas tellement de couleurs. La couleur, je veux pas. C'était beaucoup plus une ambiance et quelque chose de lumière. Et donc là, le noir et blanc pour ça, c'est extra. Ça, tu m'as dit, ça avait été fait avec un Nikon, je crois. Oui, Nikon D800. Ouais, c'était à l'époque du D800, avant l'arrivée du mythique D810 qui est arrivé juste derrière. Et le 850 qui était. Et puis le 850 qui a été après, par la suite. Ouais, tout à fait. Exactement. Là, une autre photo plutôt paysage, avant de passer au vif du sujet, puisqu'on va vous faire découvrir la partie retouche d'images, et notamment avec le logiciel Photolab de chez DxO. Là, on est sur une photo en Bretagne. Exactement, ça c'est mon deuxième pays d'adoption, on va dire. Donc là c'est au Val-André, sur la plage, pareil, coucher de soleil le soir, il y avait cette petite retenue d'eau avec ces rochers là, une belle lumière. C'était fait en plus à l'époque, je me trimballais toujours avec un petit Olympus. D'accord. Voilà, donc celle-ci elle était faite avec l'OM E1. Donc micro 4 tiers. Micro 4 tiers, exactement. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit que tu as fait un traitement, puisqu'on va parler avec toi de traitement d'image. Ouais. Tout à l'heure, c'était un traitement noir et blanc. Là, est-ce que tu as fait un traitement particulier sur cette image? Non, il n'y a pas grand-chose en fait. Non, j'ai juste gardé le sous-ex, mais de toute façon, elle était déjà prise assez sous-ex. Il y a eu juste un réo local sur le premier plan. Exactement, sur le point d'eau, et c'est tout. Très peu de choses. Là, on change d'ambiance, beaucoup de couleurs. On sent la pose longue. Exactement. Qu'est-ce qu'elle a comme histoire, cette photo? Alors ça, c'était à Hong Kong, et donc c'était pendant un week-end assez court, pendant lequel j'avais eu un Panasonic SR1 qui n'était pas encore les définitifs, et je faisais quelques images pour Panasonic. D'accord. Et on arrivait à ce carrefour à un moment, et je me dis tiens, j'avais l'idée de faire une pose longue en me mettant à cet endroit, et donc j'avais commencé à en faire quelques-unes, et à un moment, puisque ça prend toujours un peu de temps avant d'avoir les traits comme on souhaite, etc. Il y a ce jeune homme qui est arrivé avec son parapluie là, qui était extra, qui est resté assez figé puisqu'il était sur son téléphone, et donc voilà, ça a fait cette image. Ouais. Là, pareil, un petit retraitement, une petite saturation accentuée, même pas? Oui, sûrement, il y a eu ça. Il y a un petit peu de rééquilibrage comme toujours, parce que forcément tout ce qui est les parties ton moyen doivent être un petit peu rehaussées, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Là, pareil, toujours même ambiance, on est en Asie, là, toujours. Toujours, voilà. toujours, même séjour, même appareil, un peu plus loin, on était sur une passerelle, il y avait justement ce monsieur qui est adossé sur une des passerelles en face, une photo de nuit, voilà. En plus, moi, c'était l'occasion de tester un petit peu ce qu'il y avait dans le ventre, l'appareil en haute sensibilité. Ce fameux Panasonic. Exactement, C'est rare.
Très bien. Là, ça c'est très intéressant parce qu'en fait, bon, d'abord on est en noir et blanc. Je crois que c'est à New York. Exactement. Et moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est ce halo de lumière, enfin, cette force lumineuse qui se traduit dans la perspective. C'est quoi? Comment ça s'est passé? C'était le matin, soir? C'était le matin. Et effectivement, il y avait, arrivé, on se baladait, hein, il y avait cet axe qui était vraiment pas tout à fait pile dans l'axe, parce qu'on voit qu'il est un petit peu en diagonale, mais heureusement, parce que sinon je l'aurais eu en plein cadre et ça aurait été beaucoup plus compliqué à photographier. Ce que j'ai fait d'ailleurs quelques blocs à plus loin, mais bon, ça donne une autre ambiance aussi, mais c'est pas pareil. Et là, pareil, j'ai voulu faire un traitement noir et blanc parce que ça le rend tout de suite intemporel. Elle aurait pu être, bon, à part si on reconnaît peut-être quelques voitures, quelques modèles de voitures, ça aurait pu être shooté dans les années 70 ou. Complètement. Et là, l'idée, pareil, c'était vraiment de mettre en avant ce rayon de lumière. Donc, au niveau du traitement, il y a forcément là un réo, parce que là, le contraste est très très fort. Donc, il faut quand même déboucher un petit peu la partie ombre, atténuer un tout petit peu aussi la partie lumineuse. Oui, ça, tu as une maîtrise assez intéressante, puisque moi, je l'avais vu sur une de tes capsules que tu avais fait sur ta chaîne, et notamment cette notion d'arriver à trouver un juste équilibre entre les hautes lumières et les basses lumières, et notamment parler de la zone système, par exemple. Tout à fait. d'Ansel Adams. Typiquement, c'est quelque chose qu'on aurait pu imaginer sur ce genre de photo, par exemple. C'est ça. En fait, moi, c'est vraiment, j'ai vraiment appris et développé ma photo de cette manière-là. C'est vrai que j'ai jamais été, même avec le passage au numérique, j'ai jamais été un fanat du bracketing et de multiplier les expositions pour les recomposer après. En fait, c'est plus par fainéantisme, j'avoue. Mais aussi parce que j'aime bien trouver ce juste équilibre. Exactement. D'essayer de bien exposer en me disant je sais comment je vais retraiter derrière. Voilà, justement, c'est en droite lignée de ce qu'enseignait Ansel Adams et de sa philosophie aussi. C'était le fait de shooter en ayant déjà le développement en tête et l'image finale en tête. Oui. Et là, donc je cherche toujours à essayer d'équilibrer. Donc forcément, quand je vais remonter un petit peu les ombres, ça va bruiter, etc. Mais c'est pas grave. Je l'accepte comme ça, plutôt que de me dire oui, mais non, il faut quand même que ce soit clean. Donc je vais recomposer avec une que j'ai bien exposée dans les ombres. Oui. Et puis aujourd'hui, on sait qu'avec des outils comme DxO Photolab, on peut rattraper ce bruit avec notamment cette option de Deep Prime qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure. Exactement. Un autre, donc je vous le dis, si vous voulez avoir la capsule qui parle justement de la méthode d'Ansel Adams, vous allez sur les essentielles photos sur la chaîne de Fabrizio. Merci. C'est très 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 intéressant. Moi, pour ma part, j'ai appris plein de choses. On termine avec une œuvre de toi, une photo comme ça, c'est un panoramique. Ça, c'est une plage bretonne également. Toujours. Ouais. Ça, c'est très très beau. Il y a des tons. C'est quoi l'histoire de cette photo? L'histoire de cette photo, c'est en fait, je me baladais beaucoup, notamment en vélo. Dans toute la côte en fait, entre Dinard, Saint-Quay-Portrieux et le matin notamment, il y avait toujours pareil un peu ces brumes et cette lumière. Et j'ai aussi fait une série des gens sur les plages et celle-ci elle était incroyable parce qu'il y avait vraiment ce petit monsieur avec son fils qui se démarquait, comme la brume atténuait en fait, il y a eu très peu de choses à faire après en post, si ce n'est peut-être renforcer un peu le contraste localement, mais le reste en fait était là et il y avait, voilà, ça c'est... Alors Fabrizio, on va rentrer dans le vif du sujet, on va se servir de tes compétences pour étudier finalement le fonctionnement de la tête de pont de chez DxO, c'est-à-dire le logiciel Photolab. Alors, on a comme exemple un certain nombre de photos que j'ai eu l'occasion de faire dans différents déplacements. On verra aussi de tes photos une sélection. Le but du jeu, en fait, c'est de comprendre les fonctionnalités de Photolab et puis d'utiliser à bon escient, en fait, la bonne fonctionnalité en fonction de la photo. Là, on est dans la photothèque. Exactement. Donc, en fait, il y a deux espaces au sein de Photolab. Il y a un espace photothèque qui sert justement à naviguer dans les dossiers, les disques durs, les disques externes, etc. Toute la partie gestion de ta photothèque, tout simplement. Donc, il y a les métadonnées à droite, on peut ajouter toutes les notions, il y a tout un champ de recherche. Ça, c'est vraiment la partie organisation, donc ça permet également ça. Il n'y a pas besoin d'importer de choses, ça c'est aussi quelque chose de notable. C'est-à-dire qu'on peut vraiment naviguer comme ça sur le vif, sur n'importe quel dossier, n'importe quel disque et travailler.
Et ensuite, il y a cet espace personnalisé dans lequel on va switcher, hop, voilà, et là on retrouve des choses assez classiques dans l'univers du développement photo, l'histogramme, le navigateur, et à droite vous avez donc tout cet espace lié aux corrections. D'accord. Donc là, il n'y a aucune correction faite pour le moment. Alors actuellement, d'ailleurs on peut vérifier grâce à ça, là, voilà, ça permet de filtrer avec tous les réglages actifs, là on voit qu'actuellement on n'a rien. Ok, très bien. Ça c'est la photo brute que j'ai prise devant Manhattan. Bravo. En pose longue. Belle prise. Merci. Alors on voit qu'elle n'est pas droite, on voit qu'il y a plein de choses. Voilà. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va essayer de l'améliorer, cette photo, en allant chercher les différentes fonctionnalités de ce que tu juges nécessaire. Ok. Alors il y a plusieurs choses. C'est vrai que si on souhaite démarrer avec absolument rien, c'est-à-dire aucune correction, on a ce paramètre qui le permet. Sinon on peut aussi, via les pré-réglages, avoir le rendu standard qui va donc déjà, voilà, vous avez vu, donc corriger les distorsions optiques, rééquilibrer un tout petit peu, voilà, pas aller trop loin, mais voilà, ça peut déjà donner une bonne base. Ensuite, tout en haut, vous avez une barre d'outils. Donc là, en l'occurrence, j'ai activé l'outil horizon, donc ce qui va me permettre de tracer rapidement l'horizon de la photo. Ça va être recadré, c'est parfait. On valide, et voilà, là on est un peu plus droit déjà, un peu plus propre. Okay. Là c'est vrai que la photo elle est déjà assez réussie en tant que telle, il n'y a pas grand chose à faire. Donc là je vais prendre le lead sur. Vas-y. Sur la. Fais-toi plaisir. Qu'est-ce que je pourrais faire de beau? Oui, on va pouvoir aller peut-être dans les réglages locaux. Faire peut-être un petit filtre gradué ici pour venir. Donc là, tu utilises un filtre gradué. Exactement. Comme on le connaît habituellement. Voilà, tout simplement, je vais venir un petit peu rehausser l'exposition de cette partie pour que ça contraste, pas aller trop loin non plus. Ça, c'est toujours pareil. Après, c'est subjectif, mais juste ça me semble correct. Et après, peut-être, aller pousser un petit peu la vibrance ou la saturation. Donc, vous voyez ici, à chaque fois, je switch d'onglet. Donc, en gros, tous les paramètres peuvent être accessibles de base lorsque vous n'avez aucun onglet actif. Donc là, vous avez toutes les corrections de lumière et ainsi de suite. Et après, à chaque fois qu'on va passer dans les différentes catégories, là, vous avez accès à chaque correction par catégorie. Par catégorie, la lumière, donc voilà, couleur, détail, géométrie, effets et les corrections locales tout à droite. Très bien. Et donc là, en activant la partie couleur, on va activer le TSL. Donc la teinte, saturation, l'évidence. Oui. Booster un tout petit peu la saturation, un tout petit peu. Voilà. Et donc déjà, on peut après ici venir comparer voilà, le avant, après. Très simple, voilà, efficace. Okay. Pas grand-chose, mais très simple. Très bien, première photo. On passe à une autre ? Oui, bien sûr. On va passer à celle-ci, par exemple, qui est intéressante parce que là, justement, ce voile, tu me l'avais montré, là, qui a ce voile atmosphérique. C'est ça. Donc là, ce qu'on peut faire déjà, c'est pareil, on peut aller chercher dans les pré-réglages, on va déjà avoir petite correction standard. Oui. Donc un petit peu recontrasté, correction de la distorsion optique. Et on va aller activer une des fonctionnalités de Photolab qui est assez efficace, qui est le DxO Clearview Plus et qui permet justement de gérer la correction de voile. Donc on voit que si je le désactive, le avant, après, on voit qu'on regagne énormément en contraste et en définition dans l'image. Alors juste un petit détail, tu as parlé de la correction optique et ça c'est une fonctionnalité qui est intéressante chez DxO, puisqu'en fait il y a un ensemble d'optiques qui est entre guillemets mémorisé. C'est ça, qui sont calibrés en fait. Qui sont calibrés, c'est ça, et en fait le logiciel connaît les forces et les faiblesses de chaque optique et propose en fait un rééquilibrage optique stimulé. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait on a un labo donc, chez DxO qui s'occupe de calibrer boîtier et optique et donc qui crée des caractérisations combinées à chaque fois boîtier optique. D'accord. Et c'est ça qui nous permet d'avoir des corrections assez fines et notamment d'avoir des fonctionnalités comme la correction de piqué, pour vraiment avoir une définition qui n'est pas un masque d'accentuation, qui est vraiment au moment de la calibration et de la caractérisation de l'optique, qui permet justement de prendre en compte la courbure quelque part de l'optique et donc de cette perte que tu as de netteté, notamment en périphérie de l'optique. Et donc on rééquilibre en remettant tout ça à plat et pour avoir le même niveau de netteté partout. Par exemple, dans le cadre d'optiques qui ne seraient pas sphériques, par exemple, et qui a vraiment cette caractéristique de perdre sur les côtés. C'est ça.
Donc je reviens sur la correction du voile. Alors forcément la correction du voile, ça c'est un phénomène optique, ça tire vers les bleus. Tout à fait. Logique. Donc ça, après, c'est une chose qu'on rééquilibre facilement avec une balance des blancs. Donc soit en donnant un point de référence, voilà, je réchauffe petit à petit pour retrouver un petit peu une atmosphère, une atmosphère un peu plus matinale peut-être. Ou ça. Voilà, on va récupérer un petit peu les hautes lumières. Oui. Pareil, on pourrait essayer de voir avec le smart lighting. Donc le smart lighting, ce qui est intéressant, c'est que ça vient rebalancer entre haute lumière et basse lumière. L'équilibre. Donc s'il y a trop de haute lumière, ça va venir les atténuer. S'il y a besoin de booster un petit peu les tons moyens ou les basses lumières, ça va venir les rebooster. Ouais, une sorte de compresseur qu'on aurait c'est ça, exactement, dans le son, en fait. Ouais. Qui peut permettre de rehausser ça. Okay. Après, on pourrait, voilà, il y a plein de choses à faire. On peut venir corriger un petit peu la perspective si on le souhaite, ou si on souhaite garder un petit peu comme ça cette emphase, on peut. Après, ici, ma foi. Vas-y. On peut essayer peut-être avec un petit control point. Alors, vas-y, explique-nous cette fonctionnalité. Alors, un point de contrôle, control point en anglais. Donc, les points de contrôle, c'est une technologie qu'on a récupérée de Google, et qui vient à l'origine de la Nick Collection. Oui, c'est que DxO a racheté à Google exactement. La fameuse Nick Collection, qui est en fait un ensemble d'effets et de plugins, tout à fait, exactement. Et à utiliser notamment avec Photoshop, voilà, pour avoir tout un ensemble de filtres et de possibilités graphiques. Tout à fait. Et donc cette technologie, elle était basée sur une technologie qui s'appelait Upoint à l'époque. Et donc c'était Upoint parce qu'en fait, Upoint, c'est-à-dire qu'en fait c'était toi qui pointais un endroit, voilà. Et c'est une technologie qu'on peut retrouver même pour ceux qui utilisent sur les téléphones, par exemple Snapseed et autres. Oui. Elle existe encore puisque c'était un peu un des produits qui est né de ça chez Google. Ouais. Et c'est tout simplement basé sur le fait que avec un point vous définissez la luminosité et la teinte que vous souhaitez sélectionner. Donc c'est pour ça que typiquement si je déplace, donc vous voyez le masque rouge là, si je le déplace par exemple sur les zones, alors je vais essayer de le faire de façon un peu chirurgicale, mais voilà, si je le déplace sur les parties hautes, on voit, et je vais être un peu plus sélectif, on peut se permettre, voilà, et on voit que très naturellement, ça me sélectionne que cette partie-là. Et on comprend bien l'avantage d'avoir ça. Donc toujours dans un rayon donné, ça va s'étendre, mais que à aux zones qui vont être similaires en termes de chrominance et de luminance. D'accord. Et l'avantage que ça a, on comprend bien que si on devait peindre ça, avec un brush, avec un pinceau, pardon, oui, voilà, c'est très long. C'est très long et fastidieux. Okay. Mais l'avantage de ça, c'est que du coup, de façon assez naturelle, on va avoir un résultat qui peut, si on veut, par exemple, rebooster un petit peu les noirs, mais toujours en éclaircissant un petit peu, regagner un petit peu de définition. Ok, donc là, tu as pointé du doigt et ensuite, tu as cherché l'outil. Recalibré, exactement. Et sur ce calque qui a été créé, je suis venu donc modifier un tout petit peu l'exposition, rebaisser un petit peu les noirs, on peut aussi recontraster un peu, remettre un peu de clear view aussi, vous voyez, pour tout de suite redonner un petit peu plus de peps. Ah oui. Et ça permet, bon après moi je suis pas non plus dans les développements extrêmes, donc c'est sûr que ça pourrait être très fin, peut-être trop fin pour certaines personnes, mais c'est vrai que si on revient là où on en était au départ, avant-après, bon, ça reste encore acceptable, je pense pas qu'on soit dans l'exagération, mais ça redonne un petit peps intéressant. Super. Ok. On passe à un autre exemple. Alors on va aller faire voir un petit peu du shoot de produits avec des belles choses en plus. À consommer avec modération. Consommer avec modération. Alors comment on pourra adresser ça ? Alors là typiquement, ça va surtout être de la correction locale, encore une fois. Là, c'est vrai qu'on peut essayer de voir ce que ferait un smart lighting là-dessus. Alors, on voit déjà à l'activation, ça peut être intéressant. On peut aussi, ce que je conseille souvent, avec toute correction, c'est toujours intéressant de voir, de pousser un petit peu. Voilà, plus pour que l'œil s'habitue. Exactement, pour voir un petit peu jusqu'où ça peut aller. Parfois, on peut découvrir, on peut se dire, tiens, finalement, je la préfère comme ça. Encore une fois, subjectivité rentre en compte, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est vrai que juste avec ce rééquilibrage-là, déjà, ça peut être intéressant. Alors, je vois qu'il y a une petite pétouille de capteurs ici. On va juste aller avec... c'est fort possible. C'était avec quoi ? C'était avec du Nikon. C'était pas le Phase One, je crois. C'était pas un Phase One ? Non, là, ça devait être du Nikon, à mon avis. Bon, on va venir retoucher ça tranquillement avec un contour progressif. Donc là, je gère
la taille du pinceau, on va le faire en réparé, on fait juste un petit clic et hop là, c'est disparu. Voilà. Ça suffit, c'est très bien. Tiens, d'ailleurs, on pourrait même aller faire la même chose au-dessus aussi. Comme ça, on va aller faire un petit... Bon, je le fais un petit peu à la serpe, mais ça suffira. Oui, ça oui, simplement pour travailler. Mais voilà, au moins là on est clean, c'est pas mal. Oui, oui. Et après, pareil, on va revenir utiliser notre petite... Alors, on va faire un petit effet de coquetterie, on va dire. On va faire un petit filtre gradué pour venir atténuer un peu ici. Très bonne idée. Et là, voilà, on va essayer de faire un petit peu un faux vignettage, mais faux vignettage, oui. Recentrer un petit peu l'intérêt exactement et l'œil sur ce que l'on souhaite mettre en avant. Petit point de contrôle qu'on va localiser à la bouteille ici. On va booster un tout petit peu pour qu'elle brille un peu plus. Donc là, l'exposition, on peut le faire aussi avec les hautes lumières. Toujours dans ces cas-là, pensez à refaire, on part sur le tuto là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, au contraire. Je suis sûr que rebooster un petit peu les auditeurs qui nous regardent s'intéressent à ce que tu fais. Eh ben, écoutez, tant mieux. On va recréer un pour l'étiquette, et uniquement pour l'étiquette, parce que l'étiquette là, elle est partie un petit peu, donc je vais ramener un peu plus de lecture, un peu plus de contraste et de micro-contraste, renforcer les noirs pour qu'on revoie un peu mieux là, voilà, comme ça, là on va être pas mal. Voilà, là ça va se lire un petit peu mieux ainsi. Alors voilà, dis bien à chaque fois l'outil que tu utilises. Hein, comme tout à fait, donc là je refais une petite comparaison avant-après. Effectivement. Voilà. Après, bon, on peut continuer, on peut venir par exemple resélectionner derrière les raisins pour les faire ressortir. Là, c'est vraiment selon le goût de chacun. On peut le faire ici toujours pareil avec un petit point de contrôle. On peut venir s'amuser. On se rend bien compte du... Voilà, l'idée, c'était de bien faire comprendre à nos auditeurs que ce logiciel, DxO Photolab, on a tout sous la main et c'est une notion de curseur. Aussi simplement qu'avec dans un Lightroom ou je ne sais quel logiciel, sauf que là on a énormément de fonctionnalités, bien plus qu'un Lightroom, et en plus des choses qui sont totalement exclusives. C'est ça, exactement. Et notamment donc pour tout ce qui est correction optique, ça c'est sûr qu'on est... on a vraiment quelque chose de très spécifique à DxO, ce qui nous permet d'obtenir une qualité d'image, même sur des optiques et du matériel très haut de gamme, qui vont encore plus loin que ce qu'on pourrait, ce à quoi on pourrait s'attendre. Alors, je te propose qu'on aille encore un peu plus loin, puisqu'on parle entre guillemets d'innovation et surtout de fonctionnalités qui sont là depuis très longtemps et qui ont évolué au fil du temps. Je te propose maintenant qu'on s'intéresse, sauf si tu as une autre photo avant, à la partie Deep Prime. Oui, tout à fait. Donc là, on va aller chercher cette fois-ci une sélection de photos que toi, tu as sous le coude. Oui, tout à fait. Bah, le cas typique, voilà, exposition dans une église. Donc là, c'est toujours pareil, contraste. Nous, notre œil, comme on le sait, hein, s'adapte très bien à ce genre de contraste naturel. Là, pareil, lui, c'est beaucoup plus difficile. Lui, il faut lui indiquer qu'est-ce qu'il faut qu'il privilégie, soit les hautes lumières, soit les basses lumières. En général, on est plus habitué à ne pas voir des choses, comme on dit, brûlées ou cramées dans les hautes lumières. Donc c'est vrai qu'on va toujours avoir tendance à exposer pour essayer de préserver les hautes lumières, ce qui va donc surboucher les basses lumières, les ombres et ainsi de suite. Donc là, typiquement sur cette image, donc pareil, je vais repartir sur le réglage de base. Donc on voit qu'il y a eu une correction optique, un petit réhaut, donc juste un petit rééquilibrage. Tu es allé où là pour Donc là, j'ai été dans les pré-réglages. Dans les pré-réglages en haut. Voilà, exactement. Et là, il propose une sélection. Tout à fait. Il y a toute une série par défaut. Exactement, de pré-réglages, d'ailleurs qui peuvent correspondre tout à fait. On peut se dire bah tiens finalement ça me va très bien, le paysage neutre. On clique et donc ça applique donc correction optique et ainsi de suite. Et après, si on veut revoir très rapidement, encore une fois, sans activer aucun filtre, juste en activant celui-ci qui permet de voir en un clin d'œil toutes les corrections qui sont actives à un moment donné sur l'image. Donc là, on voit tout ce qui a été activé, et y compris donc ce dont on parlait à l'instant, qui est la partie débruitage. Voilà. Alors revenons avec la partie brute et on va le faire au fur et à mesure, comme ça, on va vraiment se rendre compte. Exactement. Donc je vais gagner un peu de place. Je vais faire ça. On va enlever tout ça. Et donc là,
ce que j'ai fait, c'est qu'on est sur... Je vais revenir ici et je vais rééclaircir un petit peu les basses lumières. Voilà, et donc on va tout de suite voir que sur le débruitage, enfin en tout cas sur le bruit qu'il y avait, même si c'était pas très haut ISO, comme on force sur la partie qui n'avait pas eu beaucoup de lumière, on va avoir tout un bruit numérique qui va apparaître. Des artefacts. Exactement. Et c'est là où c'est intéressant, donc je vais me remettre à 200% pour qu'on ait une vue un petit peu plus cohérente. Donc là, on va aller chercher le débruitage. Fameux débruitage qui s'appelle chez DxO. Alors Deep Prime, qui est la dernière version de nos algorithmes et qui est basée sur l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones et qui permet tout simplement d'aller combiner dématrissage et débruitage. Ce qui nous permet en fait d'aller chercher au moment vraiment de l'étude des données brutes du capteur et donc de chaque photosite. Quand il y a cette moyen-âge et donc cette interpolation faite, puisque vous savez que la plupart des... Je te vous vois maintenant. Oui, j'ai vu, c'est pas grave. C'est à travers toi, ceux qui regardent la chaîne, pardon. Bien sûr. Mais en gros, vous savez que la plupart des appareils aujourd'hui sont soit sur un capteur Bayer, donc il y a une certaine... en quelques mots, Bayer, une matrice rouge, vert, bleu, et le vert est doublé. Exactement, donc, voilà, répété à l'infini sur toute la... Et tout ça, ça permet d'avoir les couleurs, et en fait, chaque photosite reçoit de la lumière. C'est ça. Avec cette matrice. Exactement. Et comme chaque photosite reçoit qu'une couleur, après, il faut recomposer la couleur qui était réelle sur ce photosite-là, et donc pour restituer les couleurs qu'on a captées. C'est ça. Et donc c'est là où la technologie Deep Prime est intéressante, puisqu'en fait, au moment où il y a cette interpolation-là et cette restitution de l'information originale, on applique un débruitage aussi. D'accord. Et ça, notamment, ça a été aussi grâce au fait d'avoir calibré pendant toutes ces années, toutes ces optiques avec notre labo, qui fait qu'on a un stock d'images phénoménal. Puisqu'aujourd'hui on va bientôt arriver sur les 100 000 modules optiques. D'accord. Donc on a vraiment un énorme package qui a été nourri, en tout cas avec lequel on a nourri exactement le réseau de neurones pour comprendre, pour qu'il arrive à discriminer en fait au moment du dématrissage ce qui est de l'information de ce qui n'en est pas. D'accord. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce genre de résultat qui peut être assez bluffant, et notamment sur des photos à très haut ISO où il y a une récupération d'une part des couleurs, du naturel des couleurs sans dérive, et surtout d'un niveau de détail qui est inespéré. Tout à fait. Alors là, on est sur la dernière version de Photolab, la version 8. Et là, il y a une nouveauté pour ceux qui connaissaient Photolab auparavant, c'est que là, on a cette loupe temps réel. Exactement. Qui n'existait pas avant. Et qui permet d'avoir un aperçu du rendu final quand tu vas décider de lancer le calcul dans sa globalité. Exactement, c'est ça. Et ça parce qu'avant, ce qu'il fallait comprendre, c'est que lorsque vous n'activez pas la loupe, vous avez dans le viewer, donc dans la fenêtre principale, pardon, excusez-moi pour les anglicismes, vous avez dans cette fenêtre principale l'aperçu du haute qualité, du débruitage haute qualité, qui est un débruitage basique, plutôt dédié un peu tout terrain et RG, enfin plutôt dédié sur les images qui ne sont pas forcément RAW et pas forcément optimisées, donc c'est pas le maximum. Okay. Deep Prime et Deep Prime XD2S, notamment qui arrive avec la version 8, sont forcément basés sur l'intelligence artificielle, donc très gourmands en ressources et en temps de calcul. Donc c'est là où effectivement, si vous avez un ordinateur avec une bonne carte graphique, donc là en l'occurrence un Mac avec, avec des puces M, on est très bien, et bien ça vous permet avec cette loupe d'avoir le résultat du dématrissage, ce que vous n'aviez pas avant en fait. Avant, vous auriez eu qu'un aperçu du HQ et vous auriez eu, enfin de haute qualité pardon, et vous auriez eu à l'export, une fois l'image exportée, vraiment le résultat final. Là, ça vous permet justement de le voir et du coup de pouvoir appliquer des ajustements du réglage pour avoir vraiment le débruitage tel que vous le souhaitez. Oui, très bien. Avoir une bonne idée de ça, tout à fait. C'est un temps réel. Et le résultat est impressionnant. Et encore une fois, je le redis, moi, Deep Prime, c'est quelque chose que je connais depuis très très longtemps. Et vous êtes vraiment leader sur ce débruitage. C'est assez impressionnant. OK.
On a le résultat. Donc là, tu as tout rehaussé, tu as enlevé le bruit. Ouais, c'est ça. Et Donc là, après, on est prêt à être exporté si on le souhaite. Ok. Voilà. On passe à une autre fonctionnalité, une autre photo. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut montrer? Alors, on peut revenir sur cette photo qui est un peu sombre avec cette notion où on va pouvoir essayer de restabiliser localement la partie viewpoint en fait. Avec Viewpoint 5. Avec Viewpoint 5, puisque c'est l'autre actualité du moment. Tout à fait. Donc Viewpoint vient s'adapter automatiquement à Photolab quand on a le module. Alors en fait, on peut l'activer exactement et il apparaît comme vraiment comme une palette à part entière. Donc vous voyez ici justement, je le montre rapidement dans l'interface lorsqu'on ne filtre pas pour voir toutes les corrections disponibles. Sachant qu'il y en a beaucoup plus. Là, on est dans un mode qui est dans les espaces de travail. Ici, il y a le standard et l'avancé. Dans le mode avancé, vous avez beaucoup plus. Okay. Vous avez vraiment accès à tous les réglages. Et là, vous voyez que vous avez une palette Viewpoint avec certaines corrections et également les outils qui viennent s'intégrer directement dans la palette de Photolab. Alors, on va quand même expliquer à quoi sert Viewpoint. Alors, Viewpoint, c'est une solution qui peut soit être utilisé en plugin, donc d'un Photolab, d'un Lightroom ou d'un Photoshop, mais également en standalone et qui est dédié à faire de la correction de géométrie et de la correction de distorsion optique également. Mais donc en gros, dès qu'on va avoir des soucis de perspective parce que shooter au grand angle avec un effet de plongée, de contre-plongée, donc des bâtiments qui vont avoir des fuyantes, et ben on va pouvoir redresser ces perspectives-là, et notamment, je pense aussi aux photographes par exemple de mariage ou en tout cas photographes qui sont souvent enclins à utiliser du grand angle pour photographier des foules ou un ensemble de personnes. Et ben on s'aperçoit que souvent, il va y avoir des déformations bord cadre qui sont dues justement à cette déformation de volume, du fait d'essayer de restituer un objet 3D sur un plan 2D. C'est ça. Très accentué par le grand angle et qui va être corrigé grâce à cette correction d'anamorphose et de déformation de volume. Très bien. Alors, on y va. Alors, une des grandes nouveautés, donc ça c'est pour Viewpoint dans son ensemble. Voilà. Après, ce qui va être intéressant grâce à... Alors je vais peut-être pas prendre... Oh, quoi que si, on peut démarrer par celle-ci. Ce qui va être intéressant dans Viewpoint 5 notamment, c'est que dans la dernière version, celle d'avant, on avait introduit Reshape, qui est une grille, donc là je vais l'activer, et c'est une grille qui vient sur l'image. Alors attendez, je vais juste changer la couleur en cliquant sur la... Ah oui, pour la voir. Voilà, je vais essayer d'avoir une couleur qui se voit un peu plus. Voilà, tac. Voilà, donc on a l'application d'une grille avec des points qu'on peut venir sélectionner. Donc maintenant, on va voir qu'on a 3 modes qui apparaissent donc, dans cette nouvelle version qui s'appelle Reshape Fusion, puisqu'en fait, on a fusionné tous les outils qui étaient disponibles auparavant dans Viewpoint de façon locale. Donc en fait, on va pouvoir retrouver les redressements de perspective, le redressement d'horizon ou en tout cas de ligne droite, ainsi que la déformation de volume. On va pouvoir retrouver ça sur cette grille et donc pouvoir appliquer ces corrections avec une certaine propagation. Donc je vais vous montrer tout ça. D'accord. Donc on va pouvoir bien sûr ajuster la densité de la grille. Là, typiquement, ce que j'ai en tête, c'est d'essayer de redresser un petit peu la tour Eiffel, parce qu'on voit qu'elle est un petit peu penchée. J'aimerais juste la redresser. Et là, typiquement, je pourrais le faire de façon globale, mais si je le fais de façon globale, je vais perdre énormément au niveau de la structure de l'image. Oui, puisque ça va couper. Quand on va redresser, exactement, on va déformer un petit peu, ça va venir recadrer, et on perd le cadrage quelque part et l'intention telle qu'on l'avait au début. Oui. Donc, ce que va permettre Reshape Fusion, c'est justement maintenant de venir sélectionner le mode des corrections de perspective et de, par exemple, tracer ici cette ligne pour venir redresser la tour Eiffel, de faire un appliqué, et voilà, ça va venir appliquer cette correction qu'à la tour Eiffel. Et on voit ici qu'il y a une couleur qui s'étend, et c'est quelque chose que l'on peut, normalement, c'est une déformation que l'on pourrait diffuser dans l'image et dont on peut gérer justement cette diffusion grâce à cet outil de propagation. Donc l'avoir un tout petit peu, ça permet qu'il n'y ait pas une cassure nette avec les points attenants. Ça permet justement d'entraîner un petit peu ça, et on voit voilà, très rapidement que... le avant, le après. Alors on va juste revenir sans correction, on voit que voilà. Cette petite déformation entre la déformation optique et le redressement
Vas-y, refais-la encore. Je vais faire juste sans le reshape et avec le reshape. Voilà, on verra mieux comme ça. Donc il y a une petite correction, un petit tassement, donc soit c'est acceptable, soit on peut revenir justement sur la grille, éditer cette partie-là si on n'était pas satisfait de la correction. Alors ce que je te propose pour vraiment que les auditeurs se rendent compte de l'importance de ce recadrage local finalement, est-ce qu'on peut essayer de faire cette fois-ci la fonctionnalité globale où on va avoir justement le crop qui va forcément intervenir, et de façon à vraiment se rendre compte de comment finalement ça fonctionnait auparavant, et comment ça fonctionne finalement sur beaucoup de logiciels de la concurrence, alors que là... Je vais le faire sur celle-ci, tiens. Ou sur celle-ci, alors prenons... Ça va être très bien. Ouais. Bah là, typiquement, par exemple, on aimerait, enfin en tout cas je me dis, j'aimerais venir corriger ici la partie, cette partie-là en fait, tout simplement. Donc de se dire, bah tiens, si j'essaie de redresser cette partie, et ici, comme on est assez droit finalement, bon, c'est là où je pourrais faire ça, si j'applique, je vais avoir, voilà, on voit tout de suite la déformation, elle est beaucoup plus globale. Oui. Et là, on voit donc que j'ai ces fameux bords noirs qui apparaissent. Oui. Et donc, si on veut rester fidèle aux images d'origine, sans partir dans le génératif, on va venir recropper au sein de ce cadre-là. On est obligé. Et donc, on voit bien que par rapport à avant, on va avoir perdu toute une partie, c'est vrai, donc qui peut être plus ou moins importante, hein, je ne dis pas, mais en tout cas, on va quand même perdre cette intention, et sachant que c'est un peu dommage parce que finalement, on était assez droit à gauche, enfin ça ne gênait pas à l'œil, c'était plus la partie droite qui gênait de l'image. Donc c'est là où typiquement, on va se dire, on réinitialise, on revient sur le départ, on va se servir du Reshape Fusion, pareil, toujours avec cet outil Horizon, donc qui permet, contrairement à ce que son nom peut indiquer ou peut laisser entendre, de corriger les horizontales, mais également les verticales. Voilà. Et donc ici, on peut définir donc le pas de la grille. Donc l'idée, c'est toujours d'essayer de trouver une grille qui correspond à peu près à... et qui est suffisante par rapport à la correction qu'on souhaite faire. Donc celle-ci, par exemple, est suffisante. Hein. Je n'ai pas besoin d'aller dans une grille très dense comme celle-ci. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc tracer ma ligne que je souhaite verticale. Il y a un petit peu de propagation. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ça. Et je vais donc venir corriger que celle-ci. Après, je peux essayer d'entraîner d'autres. Et sans que ce soit trop non plus... sans qu'il y ait trop de distorsions qui viennent être engendrées. Voilà, je peux dire par exemple là, je peux le laisser comme ça et voir qu'après, par exemple, ici on a un petit retour là. Je peux venir juste sélectionner le point, ce point-ci, avec très peu de propagation, pour juste venir redresser cette petite partie. Exactement. Je peux même avoir les bords magnétiques, ce qui fait que mon point va juste coller. C'est-à-dire que ne pourra pas, vous voyez, je peux le bouger dans tous les sens, il restera collé à la structure de l'image. Et voilà, et comme ça, pareil pour celle-ci d'ailleurs, hop, un peu rapidement, je peux venir la redresser. Et voilà, en quelques clics, on a fermé, on a quelque chose d'un peu plus naturel, et pour autant, on a gardé le même cadrage. Et on est avec quand une même bien. Alors là, très clairement, on n'a pas peur des mots, on n'a pas peur de comparer. On n'est pas dans la notion de marionnette que l'on pourrait trouver sur un Photoshop, par exemple. Alors non, puisque c'est calculé, il y a un calcul qui est fait. Il y a un calcul qui est fait, et surtout l'avantage par rapport à la marionnette qui est très puissante et super intéressante dans Photoshop, mais qui est beaucoup plus destinée, parce que marionnette a quelque chose d'organique, quelque chose d'humain, et qui se passe très bien pour des mouvements ou des corrections un peu plus fluides. Là, on parle de géométrie, on parle de choses très carrées. Et au final, une des limites que peut avoir parfois la marionnette dans Photoshop, c'est justement on n'a pas une grille bien droite pour pouvoir venir ajuster certaines lignes, certains segments facilement. Et c'est là où justement le Reshape Fusion est intéressant et peut compléter aussi bien un flux justement dans un Lightroom, dans un Photoshop ou dans Photolab, puisqu'il est parfaitement intégré, de dire, bah voilà, je veux, par exemple, si je vais... Oui, on précise que Viewpoint, il s'intègre en tant que plugin dans un Photoshop ou dans un Lightroom. Tout à fait, exactement. Alors après, dans Photolab, il est vraiment intégré, comme on le voit vraiment au niveau des palettes et des outils, c'est forcément, ça vient de la même maison, donc c'est plus facile. Mais vous avez la même expérience en standalone avec les outils, et vous pouvez les appeler effectivement de ces solutions-là. Ok, très bien. On a une autre image éventuellement
qui pourrait être à notre disposition, c'est celle-ci. Ouais. Où là, pareil, on peut faire un travail. Alors, là, ce que je te propose éventuellement, c'est de lancer cette image-là, mais en standalone, de façon à avoir vraiment l'interface par des standards, entre guillemets, de Viewpoint. Ok, ça marche. Bah, écoute, on va faire ça. Je vais laisser Photolab en arrière-plan. Oui, ça ne nous empêche pas de le voir derrière. Ouais, voilà, hop. Et l'ami Viewpoint, il est en bas. Il est voilà, parfait. Donc on va aller sélectionner ça. On va fermer, on va pas aller regarder les news. Alors, on était dans petites autorisations à faire et on était dans, pardon. Alors, c'était sur le bureau. Oui, alors la seule chose, c'est très très intéressant, ça va me permettre de préciser une chose, donc comme ça je vais aller rapidement l'exporter depuis Photolab, c'est que Viewpoint agit que sur du RGB. C'est pour ça que des fois c'est intéressant, RGB, donc comprendre image non RAW, donc JPEG, TIFF, voilà. Et ce qui est intéressant, donc je vais juste mettre un petit DxO standard pour faire ça, et je vais juste l'exporter, et on va aller faire du reshape dans Viewpoint. Ça va être plus simple, comme ça. Voilà, donc là tu te sers de Photolab pour faire les équilibres, etc. Exactement. Tu l'exportes. Ouais. Tout à fait. Alors attendez, hop, on va juste changer ça, on va faire un export vers disque, voilà. Ici on va faire un JPEG à fond, tac. C'est bien parce que ça permet de voir en même temps les fonctionnalités. C'est ça. Et rappelez aussi qu'on peut faire de l'export multiple et en parallèle, c'est toujours intéressant. Oui. Donc on est bien dans le dossier de l'image, on est en JPEG à fond, voilà, très bien, on va le faire déjà comme ça va être rapide. Ok. Et donc là, il est en train d'exporter. Voilà, c'est exporté, c'est fait. On va revenir là-dedans, voilà. Et là, voici. Donc, lorsque je vais passer dans mon Viewpoint, ce qui va se passer ici, c'est que donc, je vais pouvoir avoir accès donc, à tous les outils. Hein, comme vous voyez, donc, cette fois, il y a les palettes et les outils sont sur la droite. Il y a quelques actions qui permettent, par exemple, l'effet miroir vertical, horizontal, les rotations, le fait de pouvoir poser une grille ou de créer des guides. Oui. Et à droite, vous avez vraiment le principal, c'est-à-dire donc les palettes et les outils à disposition. Vas-y, je te laisse agir et tu nous expliques en même temps ce que tu fais. Tout à fait. Alors là, puisqu'on parlait de Reshape Fusion, on va activer la palette. D'accord. Ça va donc nous positionner cette grille, comme on l'avait vu. Oui. Et là, par exemple, ce que je voulais faire... Attendez, je vais juste passer sur une grille comme celle-ci, voilà, un petit peu plus fine, parce que ce que j'aimerais faire, c'est tout simplement... Alors, attendez, je vais juste faire ça, voilà, comme ça. C'est justement revenir toujours avec l'outil Horizon, qui est, je trouve, un des plus pratiques à gérer. Et ce que je souhaiterais faire, c'est juste redresser... Déjà le sol. Juste le sol, mais parce qu'en fait le reste me plaît bien. Et puis c'est vrai qu'une des particularités d'Amsterdam, c'est qu'il y a toujours ces maisons qui sont discornues. Donc on peut même pas comprendre comment c'est possible. Et pour autant, voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste redressé la partie basse. Donc là, si je vous le désactive et réactive, voilà. Je redresse ça. Et là, du coup, typiquement, c'est encore une utilisation qui est super intéressante localement. Oui. Donc je pourrais venir m'amuser peut-être à redresser les maisons si je le souhaitais. De la même manière, hein, donc je pourrais toujours en réactivant la grille dire tiens, si je veux venir et le faire manuellement cette fois, donc puisque on a ajouté par exemple la rotation avec la propagation, ce qui va permettre donc de venir redresser. Et en fait, donc on voit qu'on a une certaine force qui s'applique au reste, et c'est ça qu'on peut régler après, rétrospectivement, en atténuant par exemple la propagation et rester à quelque chose de local, mais pas d'avoir une cassure nette. Par exemple, vous voyez, si je fais ça, des fois on peut avoir une cassure nette, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus naturel dans la correction. Pour éviter d'avoir une rotation complète de l'image. Exactement. Et donc voilà, on peut voir que avant-après, on commence à redresser les choses comme ça localement, et ça peut être vraiment très très utile et très puissant. Très bien. Je pense que c'est clair. Donc un petit rappel, Fabrizio, on a soit les outils standards où on va tracer verticalement, horizontalement. Sur l'ensemble de l'image. Sur l'ensemble de l'image, on dit de tel point à tel point, et ça se passe sur l'ensemble de cette image. Soit on prend cette fameuse grille. Exactement, le Reshape Fusion, et là on va fonctionner localement. C'est ça. Avec une notion d'intensité, de dissipation. Exactement. Finalement, plus ou moins forte en fonction de l'intensité qui est donnée. C'est ça. Et du besoin
besoin qu'on a justement d'avoir quelque chose de soit vraiment très localisé ou qui va venir un petit peu plus naturellement s'étendre un peu au point voisin et qui va donner un résultat parfois un peu plus naturel. Ouais, avec cet avantage d'éviter de cropper au final. Exactement. Parce qu'on conserve l'intégralité. Et ça, c'est une des grandes forces. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut, parce que souvent le cadrage, on essaie d'avoir des choses bien précises et on fait ce choix-là à dessein. Et c'est vrai que des fois, indépendamment du nombre de pixels derrière, de devoir venir resabrer, recouper dans une partie, bon, parfois c'est voulu, c'est très bien, et parfois c'est dommage, on n'a pas envie, et c'est juste pour la petite pétouille qu'on aura envie de corriger, c'est ce que ça permet. Ouais, super. Bon, on en sait un peu plus sur Photolab et sur Viewpoint. Vous qui êtes derrière votre écran, dites-nous comment vous utilisez justement ces propriétés. Est-ce que vous êtes vous-même utilisateur de DxOLab? Est-ce que vous avez éventuellement des questions ou vous avez éventuellement des témoignages? On les fera passer, bien entendu, à Fabrizio et à toute l'équipe de DxO. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver également dans son intégralité, cette fois-ci, le tuto de A à Z sur la plateforme Lovelight TV, qui est disponible à la fois sur le web, sur lovelight.tv. Et puis, bien entendu, vous nous retrouvez régulièrement sur la chaîne YouTube, vous le savez, pour d'autres aventures. On aura l'occasion de revenir sur la marque DxO, puisqu'il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver. Et on aura l'occasion de te revoir, Fabrizio, avec un grand plaisir. Avec plaisir également. Bon. Allez, d'ici là, faites de belles images. Rappelez-vous, n'oubliez pas, faites des photos. Bisous.